Alors, bienvenue tout le monde à rencontrer votre équipe soignante. Nous sommes extrêmement privilégiés d'avoir assemblé une équipe soignante très chevronnée, incluant un oncologue médical, chirurgien, infirmière navigatrice et expert psychosocial. La session est là pour vous aider à comprendre qui chaque personne sur l'équipe soignante est et comment ils vous soutiennent dans votre parcours avec le cancer et comment ils peuvent vous aider à bâtir une excellente relation avec chacun d'eux. Je vais faire des introductions. On va entendre parler et on va avoir une discussion et il va avoir une opportunité de poser des questions à la fin en utilisant l'option questions sur la plateforme et aussi la fonction chat. Alors, il y a quelqu'un qui vérifie les chats. Si vous avez des questions ou commentaires, sentez-vous libre de le faire. Alors, premièrement, j'aimerais ça vous présenter Connie Pickett. Elle est une survivante de cancer, mère de 3 enfants, artiste et une coach de vie certifiée et conseillère en mieux-être. Elle a été diagnostiquée avec un cancer du côlon de stade 3 en 2018. Elle a été à travers la gamme complète de traitements, chirurgie, radiation, chimio, ainsi que de continuer à éprouver les effets secondaires de tous ces traitements. Elle comprend que le cancer a un coût physique et émotionnel. Elle comprend que le cancer a un coût physique et émotionnel et a choisi de soutenir les autres dans leur parcours en tant que mentor auprès de la CCC et en tant que conseillère. Nathalie Léon a commencé ses débuts professionnels dans le monde de l'oncologie. J'ai ri quand j'ai dit ça pour la première fois, un début professionnel. En oncologie, donc, en jouant le rôle d'infirmière clinicienne dans le programme de réadaptation nutritionnelle du cancer de l'hôpital général juif, dans le but que l'équipe travaille avec le patient et ses soignants pour améliorer la nutrition, la fonction physique et la qualité de vie globale d'une personne. Ce qui l'a conduit à passer à son rôle actuel d'infirmière navigatrice pour la division cancer rectal de CCC, ou ce qu'on appelle la directrice. À ce poste, elle continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires médicaux pour aider les patients à comprendre leur plan de soins personnalisé. Nous, on est très heureux de présenter le Dr Baptiste, qui est ancien président du département d'oncologie de l'Université McGill et directeur du Centre de recherche translationnelle sur le cancer de l'Université McGill. Un grand prix de la Fondation canadienne pour l'innovation a mené à l'expansion du centre et à son intégration au Centre du cancer Segal de l'Hôpital général juif. Dr Baptiste est un clinicien-chercheur formé en oncologie médicale et en pharmacologie moléculaire. En 2014, il a co-dirigé une demande réussie qui a abouti à la création du Centre national canadien d'excellence en médecine personnalisée, Exactis Innovation. La caractéristique principale est un programme pour construire une banque de biomarqueurs et une base de données massive liée à un registre longitudinal prospectif des patients atteints de cancer, suivis tout au long de la trajectoire de leur maladie, un projet appelé Personnaliser mon traitement. Le docteur Marie-Lise Boutros est chirurgienne colorectale de l'hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis et professeure agréée de chirurgie à l'Université McGill. Elle traite le cancer du côlon et du rectum, la maladie inflammatoire dans l'intestin, la maladie diverticulaire, l'incontinence fécale et tous les troubles anorectaux. Dr Boutros est directrice de programme de la résidence de chirurgie colorectale à McGill. Elle dirige également le programme de recherche sur les résultats de chirurgie rectale et de côlon de HGH McGill, axé sur l'innovation et la recherche sur les résultats. La recherche basée sur les résultats. Et à la fin, mais non la moindre, Christina Cabral est une travailleuse sociale, psychothérapeute et thérapeute de couple et de famille. Elle est titulaire d'une maîtrise en travail social de l'Université McGill ainsi que d'un diplôme d'études supérieures en couple et thérapie familiale de l'Hôpital général juif. Pendant plus d'une décennie, Christina travaille avec des patients atteints de cancer et leurs proches à l'Hôpital général juif, les aidant à faire face à toutes les étapes de la maladie. Alors, j'ai dit plus tôt à mes collègues, on a seulement 40 minutes avec cette session-ci
Et d'avoir des profils illustres comme ça, on va devoir passer très rapidement à travers la session. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Connie pour donner des mots d'ouverture et nous dire un peu à propos de son histoire. Merci. Vous savez, si je regarde en arrière à ce processus-ci, j'ai définitivement pu dire qu'il y a un thème qui s'établit. C'est qui est-ce que je vois ensuite et combien de temps est-ce que je dois attendre. Alors, chaque situation est différente, je le sais, et on peut pas toujours contrôler les temps d'attente. Mais sachant et connaissant le processus et comprenant qu'est-ce qui vient ensuite m'aurait vraiment aidé avec cette lourdeur et l'anxiété constante que j'ai ressentie dans tout le processus. Il y a tellement de médecins et de spécialistes, comme vous pouvez voir par ceux ici présents aujourd'hui, que c'est difficile de savoir où on va pour nos questions. Il y a les scans, les PET, les résonances magnétiques, les prises de sang et tout ce qui vient entre. Il y a tellement de gens sur l'équipe et si vous avez un chirurgien, c'est quoi leur rôle? Et si vous n'avez pas de chirurgien, qui est-ce qui vous voit? Alors, il y a beaucoup de questions que j'avais à travers le processus. J'ai depuis ce temps-là appris à en parler et de faire de l'advocacy, mais on sait en tant que professionnel que l'anxiété a un grand rôle dans tout ça et ce qu'on retient en tant que patient. Je sais que c'était le cas pour moi. Je me suis dit que une fois que je partais de ces réunions-là avec mon médecin, tout faisait du sens jusqu'à temps que je l'internalise. Alors, on a l'information, on a les questions, puis on ne sait pas à qui poser la question parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui vient ensuite, la prochaine phase. Alors, en tant que patient, on doit défendre nos droits parce qu'il y a une immense composante de santé mentale et physique, mais on doit aussi faire confiance au processus. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est très important de prendre le temps, comme on fait aujourd'hui, pour apprendre à connaître notre équipe de soins, leur rôle, pour aider à enlever un peu du stress et de l'anxiété qui vient avec attendre et se demander qu'est-ce qui vient ensuite. Anne-Marie, merci beaucoup, Connie, de nous faire tellement une belle introduction. Puis je pense que c'est une belle transition vers Nathalie, qui est notre maestro. Alors, j'aimerais ça parler un peu du rôle que tu as. Mais est-ce que c'est commun comme rôle? Est-ce que c'est unique à l'Hôtel Général Juif ou est-ce qu'il y a plus de gens comme vous? Il y a plus de gens comme moi, mais malheureusement pas assez de moi. La réalité est que je suis ce qu'on appelle une infirmière navigatrice. Euh, euh, Au Québec, on appelle ça une infirmière pivot ou IPO. Alors, les patients ont un bénéfice à connecter avec moi. Je suis une personne ressource à travers le parcours avec le traitement de cancer. Je peux répondre aux questions, démystifier qui sont tous ces membres d'équipe que vous allez rencontrer à travers le parcours. J'agis comme un pont de coordination, pas juste pour les soins, mais aussi la communication entre vous et l'équipe traitante et à l'intérieur de l'équipe médicale pour savoir où vous êtes dans vos soins et s'il y a des problèmes qui doivent être adressés. Alors, les points, mon rôle, c'est d'évaluer les besoins du patient qui sont diagnostiqués avec le cancer colorectal, pour donner de l'éducation, des matériaux quand on en a besoin pour soutenir leurs besoins. Et j'agis aussi, comme j'appelle, un soutien. Soutien pas juste pour le patient, mais aussi la famille, parce que les membres de la famille passent aussi à travers le diagnostic de cancer que les patients ont appris qu'ils ont. Et aussi, j'aide coordonner les soins avec l'objectif étant la qualité de vie optimale que les patients devraient avoir pendant les traitements pour le cancer. Je suis une de plusieurs ressources, mais malheureusement, c'est pas toujours identifié initialement dans le parcours. D'autres ressources qui sont tout aussi importantes dans le soin, nutritionniste, parce que on sait que la nutrition est importante
pendant et après la chimiothérapie ou n'importe quelle sorte de traitement pour le cancer. Les habitudes de vie saine, alors un nutritionniste agréé peut être intégré dans les soins d'un patient pour consulter quand on en a besoin pour optimiser les éléments nutritionnels. Un autre rôle qui est important, qui des fois est un peu mis à côté, mais qui vient plus tard, mais qui peut être introduit au début dans le parcours, c'est une équipe de soins palliatifs. Le mot palliatif est épeurant pour les patients, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette équipe-là est une équipe professionnelle de spécialistes qui sont là pour soutenir les patients avec une maladie chronique ou sérieuse pendant leur traitement. Alors, les soins de support ou de soutien, eux, c'est pour améliorer la qualité de vie et mettre l'emphase sur ce qui doit ou quels changements doivent arriver pour promouvoir la qualité de vie pendant un cancer. Ils peuvent arriver à n'importe quelle étape pendant le traitement et c'est important de mentionner que les soins de soutien peuvent aller parallèlement aux soins curatifs et peuvent juste aider à mettre l'emphase sur des espaces qui ont peut-être pas l'attention qu'on a besoin pendant une maladie. Par exemple, la gestion de la douleur, qui est un gros symptôme. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ton rôle a commencé, combien de temps est-ce que ça fait que tu fais ça et les façons que ça a été créé? Parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis dans le rôle. Mais c'est quelque chose qui est très familier à travers le Canada et à Montréal, au Québec. Alors, c'est un rôle spécialisé parce qu'il faut avoir une grande lentille pour adresser toutes les facettes d'un patient à travers le parcours. Et c'est aussi très... faut être très humble et ça nous donne de l'humilité parce que aider les patients au moment les plus difficiles, c'est un honneur de faire partie du processus. Et il faut aider à retirer l'anxiété quand on en a besoin. Anne-Marie, merci beaucoup. Et je vais maintenant faire le pont vers Docteur Baptiste. Je vais commencer avec vous pour discuter un peu plus ce que vous faites, comment vous soutenez les patients et où dans le processus est-ce que les gens ont accès à vous. Oui, merci. Je suis très heureux de faire partie de ça. Je pense que c'est vraiment excellent. Alors moi, je suis un oncologue médical, ce qui veut dire que nos traitements sont créés pour être systémiques. Alors, on va pas irradier ou couper quelque chose, mais un traitement qui va circuler à l'intérieur du corps. Et le plus souvent, hein, dans un endroit où nous, par exemple, après la chirurgie, on appelle ça la chimiothérapie adjuvante, c'est comme une garantie ou dans le cas dans les tumeurs métastatiques s'ils sont ailleurs. Mais quand je dis qu'on n'est pas un outil de précision comme la chirurgie ou la radiation, on est maintenant dans un monde de médecine de précision où on n'essaie pas d'utiliser des chimiothérapies toxiques génériques, mais on veut vraiment cibler des tumeurs spécifiques avec des traitements spécifiques qui vont travailler sur la croissance de la tumeur. C'est ça qu'on fait les oncologues médicaux. Mais ce que vous entendez ici, c'est que le mot parcours est pas simple. Le meilleur soin, puis c'est ça qu'on regarde à faire, le meilleur soin contre le cancer, puis c'est pas une ligne simple. On peut créer une ligne du début à la fin avec toutes les différentes personnes et comme Connie a dit, les gens avec qui on interagit, mais des fois, on peut en couper, on peut ressortir, rentrer. Peut-être que je vais être là pour le néoadjuvant avant la chirurgie, puis revenir après la chirurgie. Le docteur Boutros va peut-être être là
pour le diagnostic, la colonoscopie, mais ensuite va peut-être revenir avec des scopies ou des stomies ou... Alors, on apprécie que ce n'est pas une ligne droite et simple, un parcours qu'on peut dessiner, mais aussi il y a des décisions différentes pour chaque patient. On va avoir des parcours différents, des types de parcours, et ça va changer avec le temps basé sur comment la tumeur agit et ensuite comment on progresse. Et on a commencé à comprendre que comment on peut aider les patients à anticiper le parcours et qu'est-ce qui s'en vient. Ensemble, la façon de la décrire, c'est une série de fonctions qui sont disponibles à moi, qui peuvent être amenées par quelqu'un comme Nathalie, qui les connaît tous. Mais si le patient le sait, connaît tous les morceaux différents qui sont disponibles, et je pense que ça va rendre ça un peu plus renforçant, parce qu'on leur donne les outils. Anne-Marie, j'aimerais ça revenir à tout le morceau et toute l'équipe ici. Et je pense que ce que je vais faire, c'est ensuite, je vais passer à Dr. Boutros et poser la même question. Alors, juste partager avec nous qu'est-ce que vous faites quand un patient a accès avec vous et comment est-ce que vous soutenez les patients. Oui, bien sûr, et merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Alors, je suis une chirurgienne colorectale. Alors, comme Baptiste a mentionné, moi, je rencontre le patient quand ils sont référés pour une colonoscopie de dépistage ou s'ils ont des segments rectaux et je peux faire le diagnostic. Je peux être les premiers à partager le diagnostic avec les patients et leur famille. Alors, ça, c'est un cas où je rencontre les patients. Aussi, des fois, je rencontre les patients une fois qu'ils ont reçu le diagnostic et ensuite pour diriger les traitements chirurgicaux, trouver la séquence du traitement avec l'oncologue médical, l'oncologue de radiologiste. Ma job, c'est de m'en débarrasser, le sortir et j'adore faire ça. Puis je dirais qu'une grosse partie de ma job, c'est de trouver comment arriver à une cure le plus facilement en préservant la qualité de vie et la fonction et savoir c'est qui le patient et c'est quoi leurs objectifs sont. Parce que mes objectifs peuvent être différents. Tout le monde a des objectifs différents. Alors, apprendre à connaître le patient. Est-ce que c'est la qualité de vie? Est-ce que c'est être 100% sûr que la maladie est partie? C'est quoi le plus important pour eux? Et ensuite, de travailler avec le reste de l'équipe pour arriver à ces objectifs-là et d'être complètement transparente sur c'est quoi les attentes de traitement et c'est quoi la ligne de temps aussi et c'est quoi le recouvrement après la chirurgie. Mais on va discuter ça en tant qu'équipe, mais c'est ça mon rôle. Anne-Marie, j'adore l'idée d'une équipe et on va revenir à ça. Et maintenant, je veux juste le passer à Christine. Et même question, alors, c'est quoi? Dis-nous un peu à propos de ton rôle et quand est-ce que les patients te rencontrent? Oui, merci beaucoup. Je suis une travailleuse sociale en oncologie et je suis tellement heureuse qu'on amène les soins psychosociaux aussi. Alors moi, j'aide les personnes et leurs familles gérer la maladie à différentes étapes, alors que ça soit au diagnostic, pendant le traitement, post-traitement, vous savez, fin de vie aussi et ce qui vient après. Alors, ça dépend ça dépend de la personne et de la famille et du temps spécifique. Alors, la façon dont on travaille, c'est d'abord, on fait une évaluation identifiant c'est quoi les besoins et vraiment comprendre comment on peut aider les personnes et leurs familles. Alors, je peux donner du counseling, de la thérapie, ce qui peut inclure soit individuellement, en couple ou en famille, pour les aider à vivre avec les émotions qui viennent avec le cancer, la peur, l'anxiété, la tristesse, et toutes les émotions qui viennent, aider les gens à s'en parler aussi, ou aider les gens à en parler à leurs jeunes enfants, s'il y a des jeunes enfants. Alors,
vraiment les aspects émotionnels. Et ensuite, il y a des aspects plus pratiques qui sont très importants pour les gens et très vrais, des stresseurs pendant le parcours. Alors, un exemple, par exemple, c'est aider les gens à trouver des ressources financières. On sait que le cancer peut avoir des grosses répercussions financières sur les gens. Alors, ça peut être juste pointer les gens dans la direction des gouvernements, des programmes financiers auxquels ils peuvent avoir accès ou les aider à appliquer pour des fondations privées. D'autres choses, ça pourrait être le transport, comment aller à l'hôpital pour les traitements ou s'ils sont tout seuls, s'ils peuvent conduire, s'ils peuvent pas conduire et aussi aider les gens. Et ça, c'est où les objectifs, tu sais, on travaille tous ensemble pour référer à d'autres membres de l'équipe, alors que la personne ait besoin d'une référence à une organisation communautaire comme Hope and Cope ou les CLSC pour les services à la maison ou des consultations pour les professionnels avec qui on travaille comme la psychiatrie, psychologie ou tous les membres de l'équipe comme les ergothérapeutes, les kinésios. On aide les gens à accéder aux services dont ils ont besoin, puis aussi se battre pour eux. Et une autre composante, une grosse composante, surtout si vous êtes hospitalisé, une partie du rôle, c'est d'aider les gens avec la planification de décharge. Il y a peut-être des services à la maison une fois qu'ils partent de l'hôpital. Peut-être que les gens ont besoin d'un placement. Juste aider à orienter les gens et trouver comment les soutenir le mieux à ce moment-là. Anne-Marie, c'est intéressant ton rôle, Christina, c'est que ça couvre vraiment du début à la fin et des fois on revient. C'est moins défini en termes de où tu te places dans le parcours. Ouais, ouais, ça doit être un de tes grands défis, ça en fait. Alors, Connie, je veux te poser une question ici. Et est-ce que toi, tu as eu accès à ce genre de coordination dans ton parcours? Est-ce que tu as eu une expérience avec une équipe comme ça? Alors, non, oui et non. Alors, à travers le processus, comme Dr. Baptiste a dit, il y a des gens qui rentrent et qui sortent, mais avoir tout le monde ici aujourd'hui, je peux dire avec toute honnêteté, ah, mais j'ai pas rendu compte que l'hôpital avait une infirmière pivot. Moi, j'ai eu ça à la fin. Peut-être que j'aurais pu demander maintenant que je le sais. Tu sais, quand est-ce que ça arrive? Et est-ce que je peux avoir mon infirmière pivot maintenant au lieu d'à la fin? Et même le travail social, j'avais aucune idée que l'hôpital en avait une et que c'est pas nécessairement juste la thérapie, mais l'idée pratique de vivre avec tous ces défis-là à travers les différentes étapes. Surtout quand on a une stomie, c'est juste présumer qu'on sait qu'une fois qu'on a notre congé, qu'est-ce qui arrive après avec un sac? Où est-ce qu'on achète les sacs? Ou comment on fait pour se les payer si on est à son compte? Alors, j'aurais pu aller à la... Maintenant, je sais que j'aurais pu aller à mon infirmière pivot ou travailleur social pour, tu sais, pour gérer tout ça, même avant de quitter l'hôpital. Alors, si j'avais défendu mes propres droits avant, peut-être que je l'aurais su, mais j'étais une de ces personnes qui était très... J'avais peur, presque. J'ai dissocié, j'étais comme, oui, tout va bien, c'est qu'est-ce qui s'en vient? OK, faut juste le sortir de moi, là. Alors, maintenant, quand je prends le recul, ça a vraiment fait une différence. Ah, j'aurais aimé ça savoir. Ah, j'aurais souhaité savoir. C'est vraiment fantastique. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de gens. Anne-Marie. Alors, Nathalie, peux-tu nous passer à travers comment ça marche? Alors, je suis nouvellement diagnostiqué. J'arrive au Jewish. Qu'est-ce qui m'arrive? Euh, comment est-ce qu'un patient sait quoi poser comme question? Quoi savoir? J'adore comment Connie l'a dit. Qu'est-ce qui arrive après? Alors, le plan d'action, en fait,
c'est que à plusieurs étapes, quand on rentre dans le système, alors initialement, le patient qui a besoin d'un médecin a tendance à être celui qui va être référé à moi. Moi, je vais faire une évaluation au téléphone ou en personne, ou même maintenant avec la technologie virtuelle. Alors, à partir de la maison, avec d'autres membres de la famille, pour que eux puissent être intégrés et les questions peuvent être posées et on peut identifier tôt qu'est-ce c'est quoi les priorités, c'est quoi les besoins prioritaires, c'est quoi le plan d'action. Une fois un patient a rencontré l'oncologue médical ou le chirurgien, le médecin chirurgien, et moi je sais c'est quoi le plan, à ce moment-là, je peux répondre aux questions des patients pour les aider, les guider et leurs attentes de ce qui s'en vient. Anne-Marie? Alors, docteur Boutros, Baptiste, vous êtes en train de vous battre très fort pour des équipes médicales complètes, des All Care Teams. Est-ce que ça, c'est basé sur les conversations avec les patients? De quoi ça a l'air? Comment est-ce que c'est différent de votre hôpital? OK, je vais être bref et Dr. Boutros aurait peut-être plus à dire là-dessus, mais il y a trois éléments juste dans la création de communauté qui est important pour les patients ici. Premièrement, c'est comme on a dit, juste un menu. Juste que quand ils sachent dès le début c'est quoi toutes les choses qui sont disponibles et ça pourrait être amené à n'importe quel moment et basé sur les besoins. Et deuxième, et je pense ici que je pense que c'est présumé ici. Alors, critiquement, c'est important pour le patient, c'est de savoir qu'on se parle entre nous et de comprendre que tous les joueurs se parlent. Alors, hier soir, un patient a finalement commencé la radiothérapie et une chimiothérapie et parce que le calendrier, à cause de la pandémie, il y a eu des problèmes. On savait pas quand commencer. J'ai eu un texto de mon collègue hier soir que le patient a été capable de commencer. Alors, on communique entre nous. Nathalie et moi, on communique ensemble tout le temps. Alors, c'est important de savoir qu'on se parle. Et la troisième, c'est que l'information qu'on vous donne, on comprend que c'est pas tout le monde et pas juste les patients, c'est pas juste les gens en général, c'est pas tout le monde qui utilise l'information de la même façon pour prendre des décisions. Alors, Nathalie coupe à travers ça en ayant la famille au complet parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui veulent de l'information, peuvent poser des questions. Il y a des gens qui veulent que leur partenaire pose la question et prenne la décision pour eux plus tard. Il y a des gens qui veulent voir une vidéo, il y a des gens qui veulent lire. Les gens prennent l'information de façon différente et on commence à comprendre ça. Un de nos collègues, c'est un scientifique qui a étudié ça, alors on essaye de donner de l'information, même le dire dans des formats complètement différents. Et en particulier, un vidéo sur les thérapies systémiques que les gens peuvent jouer à la maison avec leurs partenaires, leur famille, et pour qu'ils puissent revenir avec des questions spécifiques. Alors, les canaux de communication sont extrêmement importants. Et désolé, vas-y. Anne-Marie, oh non, excusez-vous pas, docteur Boutros, est-ce que vous pouvez ajouter à ça le concept? Alors, une des choses que j'ai entendues qui est très intriguant, c'est l'idée que pas juste que vous communiquez à l'interne, mais vous demandez aux patients dans leur écosystème, dans leur famille, de communiquer aussi. Fait que c'est pas juste personne à personne, c'est comme des équipes de personnes qui travaillent ensemble pour le bienfait. Oui, absolument, absolument. Et je suis d'accord. Et c'est très itératif. Parce que le plus ils reçoivent des questions, le plus ils voient des choses. Alors, j'écho ce que Dr. Baptiste a dit.
c'est itératif et il y a une communication constante entre tous les spécialistes et Nathalie, c'est vraiment la colle entre nous tous et c'est vraiment aidant. Et des fois, tu sais, après qu'ils ont eu le temps de digérer l'information, les patients, les familles, on répète. C'est typique pour un patient qui a pas un traitement, tu sais, spécifique, juste la chirurgie. C'est pas rare que les gens vont avoir du multimodal. Et souvent, on va les voir souvent avant de décider. Alors, il y a un gros processus de communication. C'est sûr. Anne-Marie? Et le rôle, Christina, que toi tu jouerais, parce que ton rôle couvre tellement d'étapes dans le parcours, où est-ce que toi tu commences dans le processus? J'imagine que c'est différent à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est différent à chaque fois, dépendamment de ce que les gens ont besoin. Au point de Connie, beaucoup de fois, les gens, quand ils ont un traitement, ils sont en mode survie. Ils passent d'un traitement à l'autre et c'est juste maintenir leur poids, prendre le traitement, s'assurer de ne pas avoir une infection. Toutes les choses qu'on doit faire pour passer à travers le traitement. Et c'est ensuite qu'ils vont dire, ah ouais, en passant, ça va pas bien d'un point de vue émotionnel, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est très courant. Peut-être c'est après le traitement. Pour d'autres, c'est au moment du diagnostic, quand ils sont en choc. Alors, ça dépend de ce que la personne a besoin. Et les gens vont venir me voir référés souvent par leur médecin, par leur infirmière pivot, d'autres personnes comme les physios, ergo. Et les gens, des fois, peuvent se référer eux-mêmes. Tout le monde devrait savoir ça. Vous pouvez appeler le département des services sociaux au Jewish et parler à une travailleuse sociale. Alors, les gens ont des impacts différents de différentes manières à différents moments à travers le parcours. Alors, vous savez, il n'y a pas une, une solution pour tous. Anne-Marie, alors dites-moi, est-ce que c'est un programme unique au Jewish? Est-ce que c'est est-ce que c'est plus avancé que d'autres, si on peut utiliser ce langage-là? Est-ce que vous pensez que ça va devenir un standard de soins? Alors, ce concept de pleine équipe, et comment est-ce que les gens peuvent savoir que c'est disponible pour eux? Comment est-ce qu'ils demandent pour ça? Docteur Baptiste. Alors, je pense que en général, ces équipes-là sont bâties en étapes et l'étape ultime, c'est de vraiment écouter le patient et de se rendre compte comment il se sent et l'intégrer. Alors, il y a des morceaux qui sont naturellement plus proches dans leur origine et comment ils travaillent. Et là, ça devient une vraie fonction et une activité proactive de les amener tous ensemble et de créer des communications. Alors, notre idée, c'est que ça devrait être pour tout ce qui est santé et devrait s'étendre dans la communauté quand les gens présentent avec les symptômes pour la première fois, pas juste dans l'hôpital. Alors, on travaille dans un contexte plus large, dans le concept de parcours, mais vraiment ramener tous les morceaux ensemble et de bâtir des modèles euh, et de vraiment aider la communication et rendre ça plus fort et donner des outils qui sont faciles à utiliser aux patients pour qu'ils puissent voir toute la carte et le mettre tout ensemble eux-mêmes. Alors, oui, il y a des systèmes fantastiques dans d'autres centres à travers le monde. C'est un objectif pour nous et c'est certainement quelque chose dont on est fier de mettre l'énergie. Anne-Marie? Alors, j'utilise le mot tendance. Alors, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se bâtir et que les patients cancéreux peuvent en prendre avantage maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire, ça? Oui, finalement, c'est quelque chose dont on avait besoin, puis on commence.
maintenant à le reconnaître. J'aimerais ça rajouter très rapidement. Je pense que c'est important pour les patients de savoir que eux sont des participants actifs dans leurs soins de cancer et dans la planification, parce que des fois, les patients s'assoient et ils ont peur, sont intimidés, ils ont peur de parler de leur peur et de poser des questions. Alors, je pense qu'on peut être fier au Jewish qu'on a fait la promotion que la voix du patient doit être entendue, puis on veut entendre c'est quoi vos sentiments, on veut entendre c'est quoi vos pensées pour qu'on puisse vous aider avec ces situations-là. Anne-Marie, très bien dit. Connie, est-ce que tu aimerais commenter là-dessus? Oui, je pense que c'est définitivement un point qu'on doit vraiment soutenir ici, que la voix est importante. C'est aussi important de savoir que il y a des gens derrière la scène. Et par exemple, j'avais aucune idée que mon chirurgien parlait à toutes ces autres personnes-là, à quelque chose qui s'appelle un tumor board. J'ai juste appris ça plus tard. Alors, qu'est-ce qui prend tant de temps? Qu'est-ce qui se passe? Je veux que le processus avance. Alors, apprendre ça, oui, ma communication était juste avec mon chirurgien, mais mon chirurgien, en fait, communiquait avec tellement d'autres personnes et quand lui, ou quand il était pas sûr, il disait, ah, regarde, moi je veux amener ça à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui manque, puis je veux pas aller de l'avant sans ce morceau vraiment utile. Alors ça, c'était très rassurant de savoir pas que je lui faisais pas confiance, le chirurgien, mais c'est juste savoir que c'est un groupe, c'est une équipe, et j'apprécie tout le monde ici aujourd'hui et l'apprentissage que c'est vraiment un effort de groupe, mais aussi, il y en a tellement d'autres sur l'équipe aussi qui sont dans la pièce. Docteur Baptiste, oui, ça, c'est critique comme différence. C'était une personne, un homme qui prenait toutes les décisions et tout seul. Et tu mentionnes ça, c'est très important. On travaille en équipe et on est basé sur des données. Alors, on fait pas juste lire la littérature, on la suit, mais on génère, mais on mesure ce qu'on fait, nos résultats, et on utilise ça pour essayer de faire mieux. On essaie d'optimiser, et je veux dire aussi qu'une grosse partie des standards de soins pour nous, c'est aussi la recherche clinique et l'accès aux opportunités thérapeutiques nouvelles. Alors, il y a beaucoup d'aspects basés sur les données. Et c'est une pratique de communauté, mais on communique entre nous. Alors, c'est très important à mentionner. C'est critique. Pardon? Oui? Oui, et basé sur ce que Nathalie a dit, les gens oublient qu'ils ont une voix et on est là pour leur rappeler. Alors, les gens vont venir à moi et ils vont dire, oh, ben, je me sens comme ça. Ben, est-ce qu'on a partagé avec le médecin? Non, je l'ai pas fait. Et oui, on va dire, oui, partage avec le docteur. Dites-leur comment vous vous sentez. Vous allez avoir une explication sur l'approche, qui a été consulté. Et je pense que on a évolué, passé la hiérarchie de, comme docteur Baptiste a dit, un médecin qui prend toutes les décisions, mais il y a des patients qui pensent encore que c'est ça le moule. Alors c'est important de leur mentionner qu'ils ont une voix et que leur voix est centrale. Anne-Marie, j'aimerais bâtir là-dessus dans les dernières minutes. Christina, c'est un point critique. À l'extérieur de l'équipe de soins, il y a quelque chose qui s'appelle les relations. Et peut-être juste aller autour de la table, c'est quoi la chose numéro un qu'un patient avec le cancer peut faire aujourd'hui pour bâtir une bonne relation avec leur équipe de soins? C'est quoi la chose que vous pensez qu'ils peuvent faire pour bâtir la relation? Christina, est-ce qu'on peut commencer avec toi? Oui, bien sûr. Alors, moi, je dirais que ça serait de juste amener de l'avant ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent et leurs peurs, leurs inquiétudes. Les gens, des fois, et en fait, les docteurs ont aucune idée de ce que les patients ressentent s'ils disent pas.
Et pour plusieurs raisons, ils vont pas le dire, que ça soit culturel, expérience de vie, peur. Tout le monde a beaucoup de peur à ce moment-là de leur vie. Alors, je pense que c'est juste de partager leurs pensées, leurs inquiétudes, juste pour ensuite ouvrir le dialogue. Et aussi, ça aide à établir une relation de confiance où là, ça devient plus confortable de partager ce genre d'informations-là. Merci, Docteur Boutros. Qu'est-ce que vous diriez? Je suis totalement d'accord. Soyez pas gênés. Gardez rien en dedans. Comme on a dit, si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape ou si vous n'avez pas eu l'appel dans 2 mois, puis tu sais, j'ai parlé de ça avec un patient cette semaine. Notre bureau a pas appelé pour raison X, Y, Z. Juste appel, communiquer. Si on n'a pas envoyé un message, si vous nous appelez, c'est parce que vous avez une question, vous avez une inquiétude, vous êtes anxieuse. Alors, allez-y, amenez ça de l'avant. Soyez pas gênés, soyez direct avec nous. C'est quoi vos objectifs? Comment on peut aider? Alors, il n'y a rien qui est un fardeau pour nous. On est heureux d'entendre ce que les gens ont à dire. Puis souvent, les gens disent, ah, on sait qu'il y a plein de gens là, on veut pas prendre votre temps. Puis tu sais, nos patients qui ont le cancer, c'est nos patients les plus précieux. On fait juste leur dire, soyez direct, honnête, amenez-nous des questions, appelez-nous tout le temps s'il faut. Anne-Marie, merci beaucoup. Docteur Baptiste? Moi aussi. Moi aussi, la chose la plus importante, c'est pour les patients de poser les questions. Poser des questions. J'insiste pour que les patients, surtout, posez-moi au moins 3 questions, surtout au premier rendez-vous. Plus si vous voulez, mais au moins 3. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Anne-Marie, merci beaucoup. Nathalie? Amenez votre équipe de soins à la table pour la discussion. Souvent, on a des proches aidants, d'autres membres de la famille. Ils passent à travers le parcours de cancer avec vous et ils ont des questions aussi. C'est bienvenu, pas juste du patient, mais aussi du proche aidant, parce que à travers la discussion, nous, on va identifier des problèmes qui arrivent ou des façons qu'on peut aider, soutenir. On peut aider, soutenir le proche aidant. J'encourage tout le monde d'amener ces gens-là à la table de discussion. Connie, j'aime ça donner le dernier mot à toi. Ça, c'est exactement ce dont on a besoin, en fait. C'est d'être capable de savoir qu'on a une équipe. Comme ça, on se sent confiant dans le parcours, se sentir confiant que quelqu'un prend soin de nous. Anne-Marie, vous savez qu'est-ce qui va arriver ensuite? Oui. Alors, merci à tout le monde qui a participé. Je savais que 40 minutes passerait très vite. Je pense qu'on aurait pu parler un autre 40 minutes et explorer en plus de détails d'autres façons d'accéder à des équipes comme ça. Mais c'est une belle chose que vous faites au Jewish. Félicitations. Vous avez une magnifique équipe et merci d'avoir participé aujourd'hui. Merci, merci, merci. Alors, tellement de belles questions qui sont arrivées. Alors, il y a deux panélistes qui sont pas là pour l'instant. Alors, juste à cause de quelques difficultés techniques, mais on espère qu'ils vont revenir rapidement. Alors, commençons avec la première question, puis je suis sûr que ça va bien se passer. Alors, est-ce qu'il y a une forme de soin post-traitement après la chirurgie et une fois qu'on a fini la chimio, la radiation? J'ai trouvé qu'on est laissé à trouver tout nous-mêmes et on a tellement une belle équipe, mais une fois que tout est fini, on est laissé à nous-mêmes. Alors, peut-être, Connie, peut-être prendre la question et apprendre de tes expériences. Moi, c'est là que j'ai eu ma navigatrice. Et leur rôle, c'était de vérifier, s'assurer que si j'avais des symptômes, de juste comme vérifier. Ils, ils donnaient peut-être des suggestions sur comment gérer certains des symptômes, mais ultimement, oui, j'ai dû le trouver moi-même. J'ai dû communiquer
C'est parce que je me trouvais un peu seul et je veux pas dire que j'avais de la difficulté, mais c'était un gros défi parce que j'avais ce qu'on appelle l'ARS. C'est ça qui arrive après. Donc, c'est les symptômes après qu'on retire le rectum. On ne fonctionne plus de la même façon. Alors, moi, je suis allé à CCC, j'ai demandé pour du soutien. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir ce dont moi j'avais besoin. Et c'était vraiment très ouvert. OK, comment on peut trouver ce dont tu as besoin? Merci beaucoup, Nathalie. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet. Où est-ce que les gens peuvent aller pour ces ressources-là? Mais je dois dire que CCC est une ressource magnifique en soi. Oui, c'est un beau réseau de soutien pour les patients. Puis il y a d'autres réseaux similaires qui sont disponibles, comme Fanny a mentionné. Retournez à votre infirmière. Moi, comme je dis à mes patients, moi, je suis là du début à la fin. Vous pouvez toujours communiquer avec votre infirmière pour avoir du soutien, des recommandations sur comment gérer les symptômes. C'est intéressant en fait, c'est une question très pertinente. Moi et Dr. Boutros, on est en train de travailler sur un projet Jewish pour les survivants et les soins non comblés, et les besoins non comblés, pardon, et où ils peuvent aller. Et c'est une question de faire une compilation d'un dossier pour le patient et les médecins de première ligne pour aider à soutenir les patients comme pour la gestion des symptômes et personne n'est sûr où aller en fait. Merci beaucoup. Et Christina, désolé que tu aies eu de la difficulté avec. Je veux juste passer à la prochaine question qui est est-ce que les services palliatifs ou soins de soutien sont disponibles aux patients avec le cancer, même aux premières étapes, au stade précoce? De quoi est-ce que ça aurait l'air dans ces stades-là de cancer colorectal? Alors, la question est ouverte à tout le monde. Allez-y, allez-y. Alors, je pense que c'est une évolution très rapide. Les soins palliatifs, puis on peut pas changer de nom, parce que des fois, le nom fait un peu peur des fois aux patients, mais c'est vraiment des soins de soutien puis de la gestion de symptômes. En fait, c'est ça qu'on fait en soins palliatifs. Euh, on passe notre focus de la tumeur au patient. Alors, les gens qui ont peur pour la tumeur, ou en fait, ils ont de la thérapie anticancéreuse, ils ont encore des symptômes comme la douleur, les nausées, euh, la difficulté à manger, à maintenir leur poids. Et la nutrition, ça peut être des choses psychosociales. Ça, c'est toutes des choses que les soins de soutien, les soins palliatifs et notre équipe peuvent faire très tôt. Alors, le mouvement d'utiliser les soins palliatifs dès le début, oui, absolument, dans les stades précoces, c'est un mouvement qui est international et, et qu'on fait de façon très précoce, puis on est très fiers de le faire. Merci d'avoir renforcé que c'est nouveau et que ça prend de l'expansion. Alors, voici une autre question qui est rentrée. Alors, à qui est-ce qu'un patient peut parler s'ils ont besoin d'aide avec le processus de remboursement? Puis on sait peut-être superbement compliqué. Alors, peut-être, Nathalie, ça peut être une question pour toi. Alors, au Jewish, on a un coordonnateur d'accès aux médicaments qui travaille très prochement avec l'oncologue, les médecins qui prescrivent pour faciliter que la population est faite rapidement et que les patients ont un accès aux médicaments. Je fais aussi partie de cette coordination des soins. C'est un cercle d'information fantastique. Et une fois que les patients sont connectés, ils sont aussi connectés au système de soutien avec les médicaments. Alors, je ne peux pas parler pour tous les hôpitaux, je ne sais pas si tout le monde en a un, mais ici, c'est une machine très bien huilée qui fonctionne bien pour soutenir les patients. Oui, on dirait que tout fonctionne très bien au
Jewish à Montréal. C'est vraiment un beau cas de meilleure pratique. Et bienvenue, Dr. Bourros. Désolé que vous avez eu la difficulté. Je vais poser la question parce que je pense que peut-être le timing est fantastique. Alors, est-ce que le chirurgien peut commenter sur le changement de NOM à rendre et comment est-ce que les patients peuvent gérer ça? Alors, quand on passe à NOM de LR, c'est une excellente question, c'est un préservatif. Alors, le traitement du cancer rectal est un peu plus nuancé et pas direct versus le traitement du cancer du côlon parce qu'on a plusieurs options et parce que la chirurgie sur le rectum, c'est une grosse chirurgie et qui a un impact sur la qualité de vie. Alors, juste pour tout le monde qui écoute, alors le cancer rectal peut être traité avec la radiation et la chimio pour réduire la tumeur pour que quand on fait la chirurgie, on l'enlève au complet. Et les gens ont trouvé que certaines personnes, une fois qu'on arrive à faire la chirurgie, en fait, il ne reste plus de tumeur. Alors, on leur dit, ben, bonne nouvelle, il n'y a plus de tumeur, hein, mais la qualité de vie, mais la fonction change dramatiquement après une résection qui est le LAR, la résection basse antérieure. Alors, quand ils finissent la chimie ou la radiation qui les revoient, on réévalue l'impact du traitement. Et des fois, quand je regarde dans le temps, je vois plus de tumeur, et la CT, la résonance le confirme. Alors, on a une situation où on peut choisir de faire la chirurgie ou non, et c'est une décision difficile. Si on fait pas la chirurgie, ben, la fonction intestinale est meilleure, et ça, il y a une corrélation avec la qualité de vie la plupart des gens, mais tout le monde est différent. Pour certains, l'anxiété de ne pas savoir si chaque cellule est retirée. Puis, malheureusement, nos tests diagnostiques ne le disent pas. Alors là, l'anxiété va avoir un impact sur la qualité de vie, va être plus grande que juste la fonction intestinale. C'est une nuance, une décision nuancée, il faut discuter. Je rencontre avec eux plusieurs fois, juste pour discuter des avantages et des désavantages, parce qu'il n'y a, a, pas de réponse claire jusqu'au point où on prenne la bonne décision. Peut-être des fois, c'est le on attend et on donc c'est le NOM, c'est la gestion non chirurgicale. Où on fait la réception, on s'assure que tout est parti, puis on gère la fonction intestinale. Donc ça, c'est la question, la réponse. C'était une magnifique réponse courte, très claire. Alors, on va falloir qu'on finisse ici aujourd'hui. Des fois, le timide passe tellement bien que je veux remercier Connie, Nathalie, Dr. Boutros et Dr. X pour avoir été ici avec nous aujourd'hui et avoir répondu à toutes les questions. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions, sachez que CCC et notre équipe est à l'arrière-plan en train de capturer tout et ils vont vous revenir avec une réponse aussi possible. Alors, j'aimerais maintenant présenter notre prochaine pause bien-être. C'est ici une question de se lever et de s'étirer. Les mouvements, c'est des choses les plus importantes qu'on puisse faire. Et Danny Cohen va nous aider avec ça. Et continuer à aller voir des kiosques, des expositions, tellement d'informations dans la conférence. Allez voir, allez à tous les kiosques, cliquez sur Faire le dossier. Il y a plein de belles informations là. Bonne pause.